parole donc à Lionel, Alvarez pour la première, enfin, en tout cas pour l'introduction avant l'intégration, enfin la proposition de Benoît Rossan. Voilà, merci beaucoup. Je vais faire une introduction très brève parce que, comment dire, j'ai assez parlé hier et mon but, c'est pas de parler. La volonté avec ce symposium, c'était de faire une espèce de, comment dire, de cartographie dans le monde de la francophonie. Alors, avec les contraintes, évidemment, qu'il y a dans le cadre d'un symposium, on ne pouvait pas en mettre 12 de ces communications, mais sur quelle culture numérique elle est promue dans les institutions du tertiaire et notamment dans les instituts de formation à l'enseignement. Hier, on avait fait au niveau roman et là, c'est au niveau de la francophonie pour essayer de voir si il y a des lieux de convergence ou peut-être des collaborations qui peuvent naître ou des lieux de divergence où finalement on peut être complémentaire. Vous avez cette perspective, on a celle-ci, etc. Puis aussi finalement des collaborations qui peuvent naître. Donc vraiment quelque chose d'extrêmement ouvert, mais qui a pour but de voilà, générer des conflits interculturels ou alors justement des cohérences interculturelles. On verra bien ce qui va émerger de tout ça. Je m'arrête ici et je passe la parole aux personnes qui ont des choses intéressantes à dire, c'est-à-dire pas moi, c'est les gens que l'on a conviés. Merci. Si vous voulez bien, je vais tenter le partage présentation. Voilà, je vois qu'elle apparaît correctement. Moi, je vais juste faire une petite modification ici de plus confortable. Nous sommes ici dans les bureaux du Louvain Learning Lab à l'UC-Louvain. Mon nom est Pascal Van Gunderbeek, je suis conseiller technopédagogique au sein de l'équipe du LLL, qui est dirigée par notre président, Benoît Rossan, qui se trouve juste ici à côté de moi. Benoît, si tu veux bien te présenter. Moi, on a dit mon nom, je suis Benoît Rossan. Je suis professeur à l'école polytechnique de Louvain et président du LLL depuis 7 ans, je crois maintenant. J'ai eu l'honneur de participer à cet atelier, à ce symposium, pardon, avec Pascal. Alors, cette présentation, nous avons préparé à pour titre l'accompagnement des pratiques numériques. On vous précisera ce qu'on entend par pratique numérique. On a voulu le situer dans un contexte particulier qui est celui du développement professionnel des enseignants du lycée Louvain, qui est au cœur des missions du LLL. On pourrait ajouter, c'est ce qu'on avait mis d'ailleurs dans la présentation, dans le texte écrit qui soutient cette participation au symposium, dans une approche technocentrée. On aura l'occasion d'y revenir également. Voilà. Alors, le plan d'intervention sera le suivant. On va d'abord très brièvement vous présenter l'institution au sein de laquelle nous travaillons et le public enseignant que nous avons le plaisir d'accompagner. On vous présentera aussi rapidement un élément de contexte, mais on sera assez bref, puisqu'en réalité, tout au long du colloque, et si vous avez l'occasion de participer à plusieurs autres sessions, il a déjà été largement fait référence aux compétences numériques, à la fois des étudiants et à la fois des enseignants et enseignantes. On y reviendra brièvement dans le contexte qui nous occupe également. Donc, il y a là déjà potentiellement beaucoup d'éléments de convergence, on le verra. On parlera aussi de la place et des formes d'accompagnement dans les pratiques numériques de ces mêmes enseignants et enseignantes par le LLL. Et on terminera par une perspective qui, à mon avis, pourrait faire l'objet, à notre avis, pourrait faire l'objet d'une collaboration par la suite. Alors, très brièvement, la présentation de l'UC Louvain. C'est une communauté multiple et ouverte qui est composée d'à peu près 32 000 étudiants, dont 19% sont des étudiantes et des étudiants issus de l'international, 2100 doctorants, 1900 enseignants et enseignantes, avec 14% de proportion d'enseignants et d'enseignantes qui ont une expérience et qui apportent leur enrichissement issu du monde international, et 3100 chercheuses et chercheuses avec une proportion de 30% d'entre eux qui viennent en dehors du territoire belge. C'est aussi une université qui est présente sur plusieurs sites pour la partie francophone de la Belgique. Il y a par exemple le secteur de la santé et de la médecine qui est situé à Woluwe. Il y a par exemple les architectes qui sont installés à Tournai. Voilà, tout le monde voit Louvain-la-Neuve, mais en réalité, c'est une université plurielle qui est organisée sur 7 sites et qui permet d'organiser des formations dans les 3 secteurs que sont les sciences humaines, sciences et technologies, sciences de la santé. Voilà pour brièvement planter le décor de notre institution. Abordons maintenant les compétences numériques des étudiantes, des étudiants et des équipes enseignantes. Alors, pour planter le décor, on fait référence ici à des chiffres qui datent de 2018. On voit ici dans les sources de l'OCDE
Voilà, ce chiffre qui indiquait que moins de 40% des éducateurs, donc on est évidemment bien loin des situations Covid qui nous occupent depuis presque 2 ans, moins de 40% des éducateurs et éducatrices de l'Union européenne se sentaient prêts à utiliser les technologies numériques. Quand on parle de fracture numérique, on pense aussi à un quart des ménages à faible revenu qui n'avaient pas d'accès à l'ordinateur ou à l'Internet à haut débit. Ça a eu un effet évidemment sur le ressenti et la praticabilité du côté des étudiants et des étudiantes. Si on remonte un peu plus loin, pour ceux qui étaient à l'époque, en 2018, âgés de la tranche 13-14 ans, eh bien, il y avait un pourcentage important d'entre eux qui ne possédaient pas le niveau de compétence numérique le plus élémentaire, d'après cette même source de l'OCDE. Si on se dirige maintenant du côté d'une source plus locale, on va dire, c'était ici une étude sous forme de baromètre qui est réalisée chaque année par l'agence Digital Wallonia en région wallonne en Belgique, qui avait interrogé non seulement les citoyens, mais également les enseignants. Et en 2018, 7% d'entre eux se disaient encore en difficulté ou ne pas avoir de connaissances pour le domaine des maîtrises techniques des outils. 14% d'entre eux disaient ne pas avoir de connaissances dans les usages pédagogiques du numérique. On voit quand même qu'il y a une part importante de personnes qui se sentent tout déjà compétentes ou qui en tout cas peuvent se débrouiller. La faiblesse restait encore dans l'apprentissage au numérique en soi, avec une connaissance en codage qui reste encore largement à développer. Voilà pour les chiffres qui étaient donnés à ce moment-là par Digital Wallonia, plus près de chez nous, et ça c'est le résultat d'une enquête qui a été faite il y a peu de temps, en tout cas, on va dire déjà il y a presque 1 an et demi, donc c'était après les 4 premières semaines de confinement, une enquête qui avait sondé la perception des enseignantes et pareil du côté des étudiants. Alors on est loin évidemment du sujet des compétences à proprement parler, mais c'était intéressant de lire que 67% des enseignantes et des enseignants disait que cette situation finalement de basculement, on se rappelle qu'à ce moment-là, on était dans le basculement tout à distance, eh bien pour 67% d'entre eux, disaient que ça leur permettait d'expérimenter une nouvelle manière d'enseigner. Pour 57% d'entre eux, de s'engager dans cet enseignement parce que c'était, et ça reste encore à certains égards, une nécessité. 26% d'entre eux ne se sentaient pas dans des conditions adéquates pour assurer l'enseignement avec efficacité. 14% se disaient clairement de leur zone de confort et seulement 2%, mais 2% quand même, ne pas avoir le sentiment, avoir le sentiment plutôt d'être totalement dépassé et de ne pas pouvoir faire face. Du côté de la perception étudiante, et là il s'agit d'un résultat qui concerne l'ensemble des années dans le cursus. Voilà, on notera en particulier le chiffre de 52% du sentiment d'éprouver de l'anxiété et de la peur dans la situation qui était celle du basculement à ce moment-là. Alors, pour planter le décor, et je ne m'étendrai pas trop là-dessus, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, je vais peut-être m'attarder davantage sur les situations qui sont plus locales, j'ai envie de dire. Je vous invite à regarder la colonne de gauche pour ce qui a été lancé en 2018-2019, avec une actualisation en 2019, sur ce que est convenu d'appeler chez nous la stratégie numérique pour l'éducation. Ce qu'on veut souligner ici, c'est l'extrait sur la reconnaissance et la prise de résolution dans cette stratégie numérique pour l'éducation, prise de conscience d'une mutation structurelle et de transition vers une société numérique qui modifie évidemment le rôle et les aptitudes dans les contextes scolaires, avec une déclinaison en 5 axes d'action. C'est aussi un élément contextuel qui est à mettre en lien avec la réforme de la formation initiale des enseignants qui va prendre un effet un peu décalé. On aurait déjà dû commencer ce travail-là, mais il est légèrement décalé dans le temps. Ce qui est intéressant à noter, c'est que les effets à long terme sur les publics jeunes, les plus jeunes dès l'école primaire, et puis ceux qui vont arriver, qui vont joindre notre université et les autres institutions supérieures, certains disent on aura un effet de décalage qui pourrait avoir 12 à 13 ans. On voit bien que le travail restera important et il y a quelque chose à adresser dès à présent. Au milieu, je ne vais pas faire le détail puisqu'on y reviendra, mais j'ai noté au travers de plusieurs présentations ici dans le cadre de ce colloque, il y a une belle unanimité autour de l'intérêt de travailler sur DigComp dans sa version 2.1. Évidemment, il y a des choses à discuter autour de ça, mais il y a quand même un élément référentiel intéressant. On peut discuter de l'usage de la norme par la suite. Et il y a aussi, pour planter le décor de façon plus large, la Commission européenne qui continue à investir dans des plans d'action en matière d'éducation numérique. Donc, on voit bien que le décor est bien planté, la prise de conscience est mise en place.
Alors, l'accompagnement que nous mettons en place au niveau de l'UCL Louvain, et là, je propose peut-être à Benoît de nous présenter les 6 missions du LLM. Oui, donc, service d'aide aux enseignants, donc de façon tout à fait globale, avec 6 missions, on va retrouver à peu près tous les centres comme le nôtre de par le monde. Hein. Un cœur avec tout ce qui a appui au projet institutionnel, soutien à l'innovation et accompagnement des enseignants. C'est vraiment les 3 thématiques fortes. Hein. L'idée, c'est vraiment de soutenir tous les enseignants de l'UCL Louvain qui s'impliquent dans l'éducation. Autour de ces 3 piliers centraux, on a des missions qui sont un tout petit peu plus transversales. Alors, la première, c'est impact pédagogique, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas de faire une innovation pédagogique ou même de la régulation pédagogique sans avoir une mesure de ce que ça a comme effet. Et donc, ça, c'est toute cette idée d'impact. La deuxième, c'est reconnaissance et valorisation. À nouveau, on n'imagine pas de faire de l'innovation ou du développement pédagogique sans qu'on puisse à un moment donné reconnaître à la fois les acteurs, mais aussi la production qui a été mise en évidence. Et donc, tout cet aspect de valorisation est vraiment fondamental. Et alors, on a également une mission de collaboration interne ou externe. Hein. On a bien vu dans le cadre de la crise Covid où on a dû jouer un rôle central pour arriver à ce que tous les services puissent collaborer et réagir à la situation de crise qu'on avait. Ça, ce sont les missions globalement. Ça nous semble important de le repréciser, puisque dans notre mission, on le voit dans le cœur du dispositif, il y a l'accompagnement des enseignants et enseignantes. On pourrait s'étonner qu'il n'y a pas la présence directe des étudiants. C'est une spécificité, je pense, de notre service d'appui. Néanmoins, par le jeu des réseaux internes et externes, nous avons aussi un travail avec les étudiants. On pense par exemple à un travail actuellement qui est mené avec les autorités sur l'Observatoire de la vie étudiante, auquel le LLL contribue, et dans les appels et les financements pour lesquels les universités et hautes écoles sont mobilisées. Il y aura aussi une déclinaison des activités, non seulement à l'adresse de l'accompagnement des enseignants et enseignantes, mais aussi évidemment à l'accompagnement aux compétences numériques de l'étudiant. En fait, il faut se rendre compte qu'il y a un service qui s'occupe de ce qu'on appelle aide à la réussite, qui a pour objectif d'aider les étudiants, et un autre service qui s'occupe globalement de la qualité de l'enseignement, donc qui s'occupe plutôt des aspects, par exemple, d'accréditation ou d'évaluation externe. Est-ce que tu peux nous dire un mot, Benoît, aussi sur les repères et les balises qui sont les nôtres dans le cadre de nos actions? Oui, donc ça, c'est évidemment important, c'est que dans un premier temps, en fait, on se travaille sur ce qu'on appelle l'evidence-based education. Ça veut dire que chaque fois qu'on fait un développement ou une innovation, on la base sur un état de l'art préliminaire. Sur base de cet état de l'art, on fait évidemment l'innovation ou l'accompagnement dans notre cas, et puis on mesure les effets, et ces effets font l'objet d'une communication vers l'extérieur. Donc c'est bien cette idée de dire on part de la littérature pour identifier les éléments qui sont reconnus comme étant positifs dans la littérature, et en final on clôture avec un retour nous-mêmes, nous communiquons pour faire part à la communauté donc, de ce qui a fonctionné et des effets de ce qu'on a pu mettre en place. Alors, un deuxième point, c'est une démarche centrée sur le développement professionnel des enseignants. Alors pour là, il y a quand même deux éléments qui sont forts dans l'institution. C'est d'abord, on s'inscrit dans une démarche de SOTEL, Scholarship for Teaching and Learning, qui est une mouvance américaine, donc dans lequel on reconnaît au niveau de l'enseignement et de l'éducation le fait de pouvoir devenir scolaire. On connaît la notion de scolaire en recherche. Hein, l'idée, c'est de la définir également dans le cas donc, de l'enseignement. Par exemple, vous avez au premier niveau du SOTEL, vous avez des enseignants qui vont dire ben, je vais innover, mais sans éventuellement savoir exactement dans quelle direction et comment. Au deuxième niveau, j'innove, mais avec une perspective de démarche à plus long terme, donc sur une démarche qualité. Je sais à l'avance quel sera mon deuxième coup, hein, des éléments comme cela. Et puis vous avez des enseignants qui vont seulement innover, mais qui vont communiquer sur leur innovation et qui vont éventuellement aider d'autres à progresser en matière pédagogique. On voit bien donc cette notion de scolaire telle qu'on l'a identifiée en recherche. Alors, un outil qui est extrêmement développé chez nous depuis les années 2000-2005, c'est la notion de teaching portfolio.
On appelle également DVP, dossier de valorisation pédagogique. Ça veut dire qu'à tous les stades de la carrière d'un académique, il va devoir remplir son teaching portfolio sous base de traces, c'est lui qui va vraiment les garder, et donc quand il va vouloir progresser dans sa carrière, donc changer obtenir une promotion, il va devoir présenter son DVP à une commission de pairs qui va évaluer la qualité de l'enseignement au même titre que la qualité de sa recherche et la qualité de son service. Donc ça, c'est un point qui est fondamental et qui touche également l'aspect valorisation, c'est le fait d'implanter dans l'institution des éléments qui permettent d'évaluer et de porter un regard sur le développement professionnel de l'enseignant dans son enseignement. Troisième balise, c'est beaucoup de travail en juste à temps, en fonction du contexte, donc essayer de fixer au mieux les demandes du monde enseignant, hein, ou même de petits composants, donc de facultés ou de programmes, pour faire vraiment des formations qui leur sont adaptées. Promotion du réseau, c'est ce qu'on fait aussi maintenant, hein, c'est cette idée de pouvoir travailler avec d'autres sur des thématiques qui sont communes, parce que dans toutes les institutions, vous avez un ou deux spécialistes d'un domaine avec qui ils peuvent discuter, si ce n'est avec les collègues d'autres institutions qui sont spécialisées dans les mêmes thématiques, mais dans d'autres institutions. Donc, c'est important pour nous de pouvoir justement discuter avec son père au niveau des domaines, mais donc dans d'autres institutions. Et enfin, on est fort impliqué dans une approche Open Education. Il y a le pendant Open Research, mais évidemment ici on s'intéresse principalement à l'Open Education, qui est de dire tout ce qu'on va réaliser comme ressources, on va les mettre par exemple en Creative Commons, pour que ce soit évidemment utilisable par le plus grand nombre. Et de la même façon, on va essayer de promouvoir auprès des enseignants le fait de dire allez profiter des ressources que d'autres ont mis à disposition, ne recréez pas la roue à chaque fois que vous voulez innover. On voudrait aussi mettre l'accent sur une approche qui est pédagocentrée, ou en tout cas par rapport au sujet qui nous occupe, du numérique, qui pourrait être présenté aussi en disant que ce n'est pas une approche technocentrée pour soutenir les pratiques d'activation pédagogique. Dire aussi que une série de choses ont pu être mises en place parce qu'il y a évidemment tout un historique derrière nous. On peut se baser sur des pratiques préexistantes. Dire aussi qu'on peut aussi s'appuyer sur une communauté d'enseignants et d'enseignantes qui sont un peu des ambassadeurs ou des pilotes sur certaines pratiques. Et on encourage évidemment fortement et on contribue à essayer de faire en sorte qu'il y ait des rencontres entre ces praticiens qui sont partis en poisson pilote pour accompagner celles et ceux qui montent sur de nouveaux usages. L'idée étant centralement de faire le choix de solutions qui favorisent l'engagement et la réussite des étudiants. On promeut le partage des pratiques, on vient de le dire. Et dans les dimensions institutionnelles, programmatiques, qui rendent aussi les choses possibles, il y a aussi des fonds de développement pédagogique qui, chaque année, permettent, bon an, mal an, on va dire une dizaine de projets, d'être soutenus par ces fonds. Et là également, le LLL a une mission d'accompagnement sur la mise en place ou sur l'évaluation réflexive de ces projets-là. Alors, dans la palette des pratiques numériques, pour soutenir et favoriser l'engagement cognitif et social des étudiants, ceci est une représentation un peu synthétique de ce qu'on a essayé de mettre en avant ici depuis ces 2 dernières années, mais qui s'appuie évidemment sur un élément de continuité. Si je vous invite à regarder aux alentours de 11h et 12h, vous reconnaîtrez les dimensions d'hybridation, qu'elles soient commodales ou qu'elles encouragent des formes d'hybridation qui articulent le synchrone et l'asynchrone. Si vous glissez vers 13h, eh bien, vous reconnaîtrez des pratiques qui encouragent le travail coopératif, collaboratif entre les étudiants, que ce soit au travers d'activités de coécriture ou d'annotation sociale, que ce soit l'organisation de travaux de groupe, que ce soit finalement tout ce qui favorise les interactions, en ce compris les interactions anonymes, parce qu'on sait qu'elles encouragent le droit à l'erreur. Et donc là, il y a une variété d'outils complémentaires pour permettre ce genre de choses. On va aussi, et ça a été fortement augmenté ici, concevoir et diffuser une variété de supports interactifs réalisés en autonomie par les enseignants. Vous l'avez vu, le nombre d'enseignants est assez important. Et donc, il y a des projets soutenus. On pense au projet MOOC, mais aussi
beaucoup d'enseignants qui doivent pouvoir faire face à la situation avec un niveau d'autonomie. Les choix technopédagogiques vont évidemment tenir compte aussi de cet élément-là. On va aussi se doter de moyens d'ajuster son cours en prenant et en récoltant l'avis des étudiants. Donc là, on met à disposition une série de ressources qui sont non seulement des ressources numériques pour le rendre possible, mais surtout fondamentalement dans son contenu sur des pistes de questionnement et des moyens de réutiliser, d'investir dans son cours. On peut terminer vers 9h, 10h, 11h sur les outils d'évaluation qui ont été mis fortement en tension, en particulier lorsqu'il était question d'agir à distance. Voilà, ça prend des formes variées. Je ne vous ferai pas l'article détaillé. Ceci est un des exemples de ce que nous mettons en place en coordination avec le pôle Louvain, qui nous permet d'organiser plusieurs rendez-vous qui permettent aux enseignants, de façon tout à fait libre, de se dire, je viens à une séance d'1h30 le mardi, je vais en prendre une première le matin et ensuite l'après-midi du mardi sur des thématiques variées. C'est ce que nous appelons les Louvain Learning Week. Il y a d'autres formules de ce type qui permettent de répondre. Nous avons aussi dû produire une série de supports variés et finalement, en faisant ça, on s'est rendu compte collectivement au sein de l'équipe, lors du premier basculement, qu'en fait, on avait une série de ressources avec des champs tout à fait complémentaires, mais qu'il était peut-être difficile pour un enseignant ou une enseignante de pouvoir mobiliser rapidement avec un objectif. Et donc, dans le premier objectif, le jeu de loi que vous voyez à gauche, c'était le premier basculement à distance. Quelles sont les questions importantes, les étapes qui correspondent à des couleurs que je pourrais prendre en compte pour organiser mon cours à distance. Ensuite, on est revenu vers la présence hybride et comodale. Donc là, on s'est intéressé à tout ce qui rendait possible cet enseignement pour la rentrée, avec, vous le voyez là, le bas du dessin, le matériel comodal, les tutoriels qui ont dû être produits aussi de façon tout à fait ad hoc. Il y a aussi une ressource extrêmement importante qui a consisté à accompagner les enseignants dans leur pratique d'évaluation. Donc là, c'est le dernier diagramme à droite, et vous avez un accès à l'ensemble des infographies du LLL. Je précise que tout ceci, comme l'a dit Benoît, est en Creative Commons et donc est tout à fait ouvert, réutilisable, amendable. Alors, les perspectives par lesquelles on voudrait clôturer ici notre intervention, c'est de s'appuyer peut-être dans une approche programmatique et qui s'adresse au référentiel des enseignants quand il est question de les accompagner. Un des éléments sur lesquels on s'appuie dans le dossier de valorisation pédagogique, Benoît en a parlé là tantôt, c'est de s'appuyer sur un référentiel des compétences de l'enseignant en pédagogie universitaire. Ce référentiel, il a été adapté d'un référentiel développé à l'Université de Laval en 2012, qui lui-même s'inspirait d'un référentiel dit Parmentier, qui lui date de 1999. C'est un travail qui avait été initié de façon, et c'est important de le dire, de façon collaborative par une approche adoptée par les pairs dans le cadre d'un symposium AIPU. Et c'est suite à ces échanges-là, entre enseignants de manière large, non pas par une injonction qui viendrait de façon verticale, mais bien par une adoption par les pairs et une manifestation de ces compétences-là, déclinées sous forme de 7 domaines de compétences que vous voyez là, qui consistent en la planification des activités, des aptitudes de communication, d'accompagnement, d'adopter les représentations de l'acte d'enseignement. Donc là, il s'agit des transformations de posture, de développer une pensée réflexive, du travail en équipe et d'approche programme, et de résoudre les problèmes de manière éthique. Un exemple, parmi les 7 champs, vous aurez accès à ceci de façon détaillée. Il faut savoir que derrière chacun de ces domaines de compétences, il y a une déclinaison dont on vous donne ici un aperçu. Donc pour la compétence 1, par exemple, planifier les activités d'apprentissage et d'évaluation, ce référentiel de compétences décline une série de composantes que vous avez pu voir dans le slide qui précède, mais qui sont à chaque fois observables au travers de ces grilles rubriques. Et pour chacune des compétences qui sont déclinées, des 7 compétences, c'est la même approche qui est proposée. Ce que nous suggérons, c'est peut-être, parce qu'en fait, quand on regarde ce référentiel, il n'y est fait aucune mention de dimension numérique. Vous ne trouverez nulle part ni le mot 10, ni le mot numérique, ni le mot digital. C'est un peu comme si elle était absente, mais on se rappelle qu'à l'époque, le contexte était un peu différent. Et finalement, si on veut bien regarder un rapprochement entre ce référentiel en pédagogie universitaire et le versant éducatif de DIGCOMP, DIGCOMP Citizen, DIGCOMP 2.1 a aussi un élément charnière avec la manière de l'appropriation qui peut en être fait du côté des équipes éducatives. Et donc, si on imagine un rapprochement de ces 2 éléments-là, on fait l'hypothèse qu'il y aurait peut-être des rapprochements heureux à réaliser pour essayer de comprendre un peu mieux ce qu'il y a derrière DIGCOMP Edu, et sans aller trop loin. On se rappelle d'abord DIGCOMP
illustré donc ici de façon plus développée. Il y a aussi une logique de progression, il y a aussi une logique de grille rubrique attachée à ces différents éléments. Vous noterez que la charnière entre la dimension citoyen, elle est à la droite du diagramme. C'est comment l'enseignant facilite l'adoption ou le développement des compétences numériques du côté des étudiants en tant que citoyens. C'est la rubrique 6 qu'on trouve là. Et puis, il y a aussi la mobilisation de ces compétences numériques, mais dans l'exercice de son métier d'enseignant. Et on fait la proposition d'essayer de rapprocher ces deux domaines, ces deux référentiels. Voilà, ici, c'est le rappel de Pompédu. Donc, la partie droite du référentiel pour les éducateurs. Oui. Pascal, je vais devoir tout doucement te dire, on va devoir arrêter. Là, sinon, vous n'aurez pas de temps du tout à la fin.